Chute libre, entretien de Paul de Brancion avec des écrivains de poésie. Je reçois aujourd'hui Gilles Weinzepflen pour son ouvrage Soleil gris-gris, qui est publié aux éditions Lanskin. Bonjour Gilles. Bonjour Paul. Tu es poète, musicien, cinéaste et bien d'autres choses encore. Tu es aussi un être vivant. Tu as publié une demi-douzaine de disques sous le nom de Toug, dont on entendra un extrait tout à l'heure lors du moment musical. Et tu as mis en musique des textes poétiques, tourné des documentaires et des poéfilms, ou quelque chose comme ça, dont le dernier est, je crois, intitulé Ligne verte. Et on va en parler peut-être dans la deuxième partie de notre entretien. Tu as écrit des chansons, publié quelques livres de poésie, dont Soleil gris-gris, pour lequel je te reçois. Donc bienvenue à toi, Gilles. Et j'aurais bien aimé, pour commencer, qu'on se lance dans ton texte et que tu veuilles bien nous lire un extrait. Il n'y a pas de travail ici. Avant, il y avait du travail. Maintenant, il n'y a plus de travail. Il faut partir de ce village, chercher du travail ailleurs. Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai toujours habité ici. Mon père est né ici, mes oncles, mes tantes, tout le monde vit ici. Maintenant, on ne peut pas rester dans ce village, il n'y a pas de travail. Il faut chercher du travail ailleurs. On ne peut pas gagner de l'argent, je vais chercher du travail ailleurs. Quand j'aurai gagné assez d'argent, j'enverrai tout cet argent à ma famille. C'est difficile de partir. Ma famille est ici, mes amis, mes oncles, mes tantes, tout le monde vit ici. Parfois, je me dis, il vaut mieux que je reste, il vaut mieux ne pas bouger de ce village. Je ne sais pas si je vais trouver du travail ailleurs. Il vaut mieux attendre. Ce n'est pas possible de rester. On ne peut pas gagner de l'argent. On ne peut pas nourrir sa famille. Il faut quitter ce village. Je dois partir de ce village. Ce Soleil gris-gris, c'est un livre où il y a 3 grandes parties, me semble-t-il. Et la première partie, ou en tout cas les premiers textes, c'est une histoire très étrange où l'auteur, ou toi-même, ou quelqu'un, je ne sais, accompagne un homme qu'il n'y voit pas dans un voyage lointain. Et ça donne des situations très très étranges, comme si tu voyais pour l'autre. Est-ce que c'est une histoire vraie ? Qu'est-ce qui se passe dans ce premier texte ? Alors, c'est un voyage que j'ai effectué lorsque j'avais 23 ans. C'était mon premier voyage loin de la France. Et c'était au Yémen. Ça s'appelle Quart vide. Le quart vide, oui. Le quart vide, c'est le nom de Rub al-Khali. Je ne sais pas si je prononce bien Rub al-Khali. Ça veut dire le quart vide parce qu'à l'époque, ce désert qui se trouve en Arabie Saoudite était considéré comme le quart du monde. Donc le quart du monde est un désert et ce désert commence chez le voisin immédiat qui est le Yémen. Donc on peut aller dans le désert, le grand désert saoudien, dans le Yémen. Donc en fait j'ai été invité à accompagner un aveugle comme guide, chauffeur, et surtout verbaliser le voyage. Verbaliser, c'est-à-dire... Donc tu lui décrivais le monde alentour. Oui, c'était un voyageur qui avait perdu la vue et donc il voulait continuer à voyager et le but c'était d'avoir une parole qui lui raconte. Donc tout se passait... c'était un homme extrêmement attentif à tout ce qui se passait dans les rues et parfois il me demandait qu'est-ce que c'est ce bruit-là à droite. Alors je tournais la tête et puis je voyais quelqu'un qui était en train de laver une bassine. Voilà, donc il fallait lui faire vivre ce que ses yeux ne lui disaient plus. Et puis j'ai souvent repensé à ce voyage très, très beau, très poétique. Et puis à un moment donné, j'ai retrouvé mes photos du voyage et je me suis dit, tiens, si je décrivais les photos du voyage au lecteur, comme celui-ci ne les a pas sous les yeux, et bien alors dans ce cas-là, c'est lui, l'aveugle, à qui je décris des photographies. Voilà, à partir de ces...
partir de photographies, en fait. L'alphabet changeant des bruits troque incessamment son réseau de significations mystérieuses. Parfois, il m'interroge. Souvent, il se tait et se contente d'écouter. Le vinyle qui craque sur le tourne-disque du marchand devient un feu de bois aux flammes qui y crépitent. Il me prête le don de double vue, ponctue la moindre réussite d'une flatterie toujours la même. Tu es un vrai sorcier. Il n'est pas difficile de lire une carte, un guide, une direction sur un panneau. Mon sens de l'orientation vaut désorientation. Celle-ci provoque parfois d'heureux hasards dans cette Arabie que l'on qualifiait autrefois d'heureuse. Je trouve ça très beau, j'ai l'impression que je comprends mieux ce que tu m'as dit. Mon sens de l'orientation vaut désorientation. C'est un peu la situation de la littérature en général et de la poésie plus particulièrement, où cette espèce de langage qui est le langage de la poésie, qui est une sorte d'orientation dans le langage, crée de la désorientation. Est-ce que tu serais d'accord avec ça ? Ah oui. On a besoin d'être désorienté pour se réorienter. Et la poésie fait un travail de désorientation qui est nécessaire par rapport à la standardisation de la langue et au resserrement des significations. C'est un travail de plus en plus nécessaire. Et malheureusement, je ne sais pas, mais en tout cas de plus en plus secret. Mais heureusement, nous avons Paul de Brancion, et qui va rendre à la poésie toute son aura perdue. Grâce à Gilles Weinzepflen, oui. Évidemment. Et voilà. Oui. Et donc, à partir de demain, les best-sellers, ce seront des livres de poésie. Soleil gris-gris. Voilà, Soleil gris-gris, dont les ventes vont dépasser le million d'exemplaires. Absolument. J'ai déjà fait construire ma première villa. Elle est en cours de construction grâce à ce livre de poésie. Merci beaucoup, chers auditeurs. Merci. J'espère que tu m'y inviteras, mais tu me décriras comment tu l'as construite. Parce que c'est tout j'ai un poème là-dessus. Lis-le nous, si tu veux bien. Il est un petit peu long, mais j'ai imaginé un poète qui devenait milliardaire grâce à la poésie. C'est un poète qui existe vraiment, qui s'appelle Charles Penquin. Oui, qu'on connaît bien, qui est un remarquable. Et c'est lui qui part. C'est un jeune poète qui cherche à imiter Charles Penquin et qui écrit, qui parle. Et c'est dans la partie qui s'appelle Le printemps, s'appelle Reviens, si je me souviens. Oui. Vous savez très bien pourquoi j'ai choisi la poésie. J'ai vu la fortune amassée en quelques années par le poète Charles Penquin, ses propriétés de Marrakech, Dubaï, Miami, Londres, Saint-Moritz, Palm Springs, la démesure de ses fêtes où l'on croise toute la jet-set internationale, Paris Hilton, les Beckham, des filles sublimes comme Kirsten Dunst, Gillo, Kate Moss. Rien qu'à Dubaï, c'est sauna, hammam et shiatsu à tous les étages. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que j'y arriverais aussi, non pas par l'immobilier, la finance, les sectes, les médias, le X. Non, tout ça, c'est terminé, ça ne rapporte plus assez. Si on veut faire de l'argent aujourd'hui, c'est la poésie. C'est en écrivant ces poèmes que Charles Penquin est devenu l'égal de Donald Trump. D'ailleurs, j'ai demandé à Ivana si elle aime la poésie. Elle m'a répondu entre deux brasses qu'elle n'a pas beaucoup de temps pour lire. Je lui ai lu un poème de Charles qui passait justement par là, avec sa nouvelle russe. Ivana a fait semblant d'écouter en sortant de l'eau. Elle s'est jetée sur lui en lui disant que ses poèmes, ça la faisait chialer. La russe lui a lancé un regard à glacer une mer de champagne. Charles est parti de son grand éclat de rire. Il a tout de suite décoincé l'atmosphère. Ça a commencé à batifoler sur les transats. On a tous fini à poil dans la piscine à 5 heures du mat'. C'est un poème écrit en 2005, je crois. Donc Donald Trump était juste un milliardaire comme les autres. Et à cette époque, il était avec Ivana Trump et pas avec Melania. Ah oui, donc mais tu avais anticipé sa présidence éventuelle ? J'irai pas jusque-là, mais... mais c'est très joli ce que tu dis sur la poésie avec une alacrité moqueuse, mais un peu triste quand même malgré tout, me semble-t-il. Comme si cette situation de SDF de la littérature que sont les poètes aujourd'hui devait être magnifiée dans l'autre sens pour arriver à dédramatiser. Moi, je trouve que c'est un privilège énorme de ne pas être
dans le comment dire enfin, pas le business, mais d'être dans la marchandisation, oui. oui, Ouais, d'avoir c'est ça. échappé à ça. La poésie est dans une situation exceptionnelle de ce point de vue-là. C'est le seul art actuellement qui n'est pas récupéré pour faire de l'argent, puisqu'on est à peu près dans, que ce soit la musique, que ce soit les galeries d'art, tout est marchandisé, Marchandisé, je sais pas ce qu'on dit. Oui. voilà, des marques, les marques de vêtements, les marques de... Finalement, les artistes aussi deviennent des marques. Donc, tout est dans un processus de marchandisation. Hein. Donc, Il y a un double élément là dans ce que tu dis, parce que au fond, le fait d'être un simple mortel en paix et d'être un artiste, c'est effectivement merveilleux, parce qu'on est tranquille. Et d'un autre point de vue, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, tranquilles, parce que personne ne s'intéresse à eux. Et malgré tout, on a aussi besoin, comme artiste que comme être humain d'ailleurs, d'avoir une attention de l'autre, une reconnaissance quelle qu'elle soit. Mais je pense que c'est déjà un immense privilège que d'avoir pu publier un livre, oui. D'avoir eu un texte qui devienne livre. Il y a 1000 poètes pour un qui va avoir la chance d'être publié, et je pense pas que c'est le seul bon texte parmi les 1000. Donc moi je trouve que c'est déjà un privilège énorme de pouvoir publier sa poésie, et je vais pas me plaindre si les lecteurs sont peu nombreux. Parce que tu avais le bon gris-gris, et nous on a le bon soleil gris-gris. Oui. « 52 jours pour Tombouctou, c'est pas beaucoup, et c'est beaucoup, mais il en faut plus pour te faire plier le genou, pour mordre dans le sable à pleine joue, à Tombouctou. Les marchands de promenade se disputent le chaland dans toutes les langues. À Tombouctou, c'est la guerre dans les pirogues, la désolance à dos de chameau. Une chose est sûre, on va 2 fois plus vite, en 4x4, dans le tiers-monde. On trace dans le règle. Coucou les Touaregs. Sabotage et connivence, c'est le grand pillage dans les anciennes colonies de vacances. La banqueroute est une route où l'on croise beaucoup de filous et de filoutes. Où est mon or? Demande le sud. Tout l'or du sud est parti vers le nord. Ça voyage, ça change de nom, c'est déplacé, pas remplacé. Ça se passe comme ça à Tombouctou. La caisse est vendue avec le trou. Ça se passe comme ça à Tombouctou. La caisse est vendue avec le trou. Jérémie, quand je leur ai dit que j'étais poète, ils m'ont répondu que la place était prise. J'ai même pas eu le droit à un rendez-vous alors que l'annonce était parue le matin. C'était impossible que ce soit pris aussi vite. Françoise, je me suis présentée juste après une fille pour le poste. J'étais venue très en avance derrière moi. Il y avait environ 35 filles qui attendaient. J'ai dit que j'avais de l'expérience en poésie. La nana m'a tourné le dos pour parler à sa collègue au sujet de ses boucles de connasse. Elle m'a dit que le poste était pourvu, que c'était du délire. J'avais vu la fille avant moi sortir les yeux en larmes. Putain, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. 118 poètes se sont donné la mort l'an dernier.
Dans la lettre laissée à leurs proches, 72% justifient ce geste par le manque de considération de la société à leur égard. Seulement 17% se tuent à la suite de problèmes de cœur, les 11% restants rencontrant des difficultés financières passagères. 124 poètes projettent de se tuer l'an prochain, soit une augmentation de 4,83%. Les motifs de leurs gestes ne sont pas encore connus. Voilà, un petit extrait aussi de ce que tu écris. C'est pas vrai, évidemment. C'est pas vrai, évidemment. Ce serait trop peu. S'il y avait des je ne sais pas qui pourrait bien faire des statistiques. Et alors, tu mets en scène des tas de personnages dans tes textes, Pierre Boulez. C'est pas le vrai Pierre Boulez. Vrai, mais enfin, en tout cas. C'est quelqu'un, en fait, c'est Pierre Boulez qui devient un personnage et qui n'est pas du tout un musicien, qui est un beauf, qui vit comme un beauf. Enfin, c'est un père de famille. Il n'est pas du tout possible que ce soit un père de famille puisqu'il était gay, donc voilà. Je l'ai appris après. Tu veux nous lire un texte encore maintenant, s'il veut bien? Alors, on peut lire un texte sur la beauté. Très bien. Donc c'est une femme qui a une petite voix à l'intérieur qui tente de la rassurer parce qu'elle ne s'aime pas. Je suis horrible, je le sais que j'ai une tête horrible, mais ce n'est pas vrai. Mais si je suis moche, tout le monde le pense, personne n'ose l'avouer pour ne pas me faire de mal. Mais ce n'est pas vrai. J'ai des cheveux moches, un visage moche, une bouche moche. Tout est moche chez moi, des pieds à la tête. Mais ce n'est pas vrai. Ça ne sert à rien de prétendre le contraire. Je sais très bien ce qu'ils pensent les autres. Je peux lire ce qu'ils pensent dans leur regard, et c'est pas joli. Mais ce n'est pas vrai. C'est pourtant facile à comprendre que je suis horrible. J'ai tout faux. Je le sais depuis toujours. Avant même de parler, je le savais déjà que j'étais une sale mocheté. Mais ce n'est pas vrai. Un cajot, un ton. Je n'ai pas peur de dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Oui, je suis horrible avec mes yeux jaunes, je suis un pou humain. Mais ce n'est pas vrai. Si au moins j'étais voilé, les hommes pourraient imaginer des choses. Mais ce n'est pas vrai. Il pourrait y avoir des débuts de quelque chose de pas possible ici. Un compliment, les plis du voile causés par mon sourire à fuir. Mais ce n'est pas vrai. Si je pouvais ne jamais quitter la zone d'ombre de la terre, en courant très vite, je poursuivrais la nuit éternelle. On verrait moins ce ratage intégral de la beauté. Mais ce n'est pas vrai. En plus, je n'ai rien à proposer pour compenser, ni le côté sympa des gros, ni les yeux qui pétillent d'intelligence, ni l'humour, rien que ma sale gueule et un coussin d'amertume pour la poser dessus. Mais ce n'est pas vrai. Je me demande si les animaux, quand ils sont moches, ils s'en prennent aussi plein la tronche. Probablement que si j'avais été une bestiole, le bon Dieu ne m'aurait pas épargné. Mais ce n'est pas vrai. Il a ses têtes, le bon Dieu. Il se venge de la méchanceté des hommes en créant les moches. Mais ce n'est pas vrai. C'est sur eux qu'il fait peser le dysfonctionnement de la planète pour que quand on les voit, on se dise que ça peut pas marcher si c'est comme eux. Il y a une pièce de théâtre très intéressante de von Mayenburg, qui est un auteur autrichien, qui s'appelle Le Moche, justement. Et Le Moche, c'est un chercheur qui invente des trucs remarquables. Et un jour, il doit aller dans un festival, enfin dans un congrès pour présenter son œuvre géniale. C'est pas une œuvre artistique, c'est une découverte brevetée et tout ça qui va rapporter beaucoup d'argent à son employeur. Et en fait, on l'empêche d'y aller. Et donc, il comprend pas pourquoi lui le découvert, on l'empêche d'y aller, mais c'est en fait, il est très très laid. Et il n'avait jamais compris à quel point il était très laid, puisque même sa femme ne lui avait pas dit. Et il découvre, c'est la pièce de théâtre qui est remarquable, lentement, que ce qui lui rend... Il ne savait pas qu'il était laid, bien qu'il soit laid, il ne savait pas très beau, mais ce n'était pas le problème. Et tout à coup, on le lui dit, parce qu'il doit aller en public présenter quelque chose, et c'est pas possible. Donc c'est une thématique qui est très fulgurante à beaucoup d'égards. Mais en réalité, là, pour le coup, c'est une petite voix... C'était une amie qui m'a donné cette idée parce qu'elle se plaignait toujours de quelque chose, elle se trouvait moche, mais elle se trouvait moche parce qu'elle ne s'aimait pas, ça n'avait rien à voir avec son physique, et c'est une petite voix d'auto-détestation que chacun porte en soi à certains moments. On se déteste, on ne sait pas trop pourquoi, et donc on est toujours en lutte contre ça. Et quand on ne se déteste pas, on ne sait pas
trop pourquoi non. Alors, je me demande parfois s'il vaut mieux pas se détester que de s'aimer de trop. Trop, oui. Parce que les gens qui s'aiment de trop sont détestables. À beaucoup d'égards. en Et, tout cas. et les gens qui se détestent sont rarement détestables. Ils sont Oui. plutôt aimables. Alors oui, ça c'est un principe qui peut être à vérifier, mais de fait. Mais il faut quand même... après, il y a le problème de s'accepter, ce qui est quand même Oui. Oui. une autre paire de manches. Et Mais puis aussi les canons supposés esthétiques de qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui ne l'est pas, tout ça. Ah oui. Par exemple, je parlais de Nirvana tout à l'heure. Le chanteur de Nirvana, il s'est tué à 27 ans. Oui. Il avait tout. C'était un beau mec. Oui, absolument. Il avait un succès énorme. Il avait tout. Et puis voilà. Donc Mais il se détestait. Et il avait beau avoir tout. Donc, Mais on connaît tous des gens de très belle prestance physique et même brillants ou intelligents et on les a entendus. Moi, j'ai souvent entendu dire des amis ou des gens que je connais proches, ça va pas du tout, je comprends rien, je suis moche, ça va pas, etc. C'est purement l'image de soi-même. oui. Il n'y a pas d'objectivité totale de ce genre de choses. Oui. La société fait face à une augmentation de suicides sans Encore précédent. Encore. Phénomène désastreux dans un monde qui connaît déjà un déficit de langage. Ça, c'est sur les mots, c'est très juste ce que tu écris. Hier, le mot charrette s'est précipité par-dessus le pont qui enjambe l'A46. Ce mot qui a perdu l'usage de ses roues et ne sert plus qu'à marquer un désagrément, une charge exagérée de travail, a choisi le suicide plutôt que la désuétude. Il a causé un carambolage monstre parmi les morts de créations plus récentes comme Berlingot, Familial ou Campus. Pour autant, il ne faut pas désespérer. Il existe pour bon nombre de ces mots une réelle chance de reconversion. Ours, par exemple, qui a pratiquement disparu de nos montagnes, même dans les Pyrénées, où sa réinsertion a été mal vécue par la population. L'ours Franca a été renversé par une voiture, a retrouvé une seconde vie dans la presse. La présentation d'un journal avec les coordonnées, le nom de l'imprimeur, les responsables des rubriques est une forme de reconversion pour l'ours, cet animal qui n'enjambe pas la colère des éleveurs de moutons, bien au contraire. Il faut se féliciter de cette aptitude qu'ont certains mots à vivre une seconde vie qui ne fait en rien oublier la première, mais qui lui confère une extension maximale. Ne dit-on pas de la presse dans la presse qu'on était charrette pour justifier l'oubli de préciser que le conducteur percuta volontairement l'ours Franca. C'est très joli ce revampage des mots Oui. sans qu'il le sache forcément. Ouais. Peut-être que le mot poésie désignera autre chose demain. Et oui. Moi, j'ai le dernier parti de ton Soleil gris-gris, Gilles, qui est publié aux éditions Lanskin, traite de ton père. Et c'est une partie où tu décris ton père, et je trouve que sa façon d'être au monde, en quelque sorte. Alors, juste pour préciser, je ne sais pas si c'est une description du père. C'est plutôt, à un moment donné, 10 ans après sa disparition, je me suis dit combien de souvenirs restent du père. Donc j'ai noté 27 souvenirs, je les ai décrits et je me suis rendu compte que ces souvenirs formaient un portrait de mon père qui n'était pas du tout mon père, c'était plutôt un personnage. Donc je me suis dit que finalement la mémoire fabrique des petites fictions, elle invente les autres. Quand on se souvient de quelqu'un, on ne se souvient pas de la personne, on se souvient de la fiction fabriquée par notre mémoire. Mais la personne en elle-même, elle nous échappe complètement. Et ça, je m'en suis rendu compte en écrivant à propos des souvenirs de mon père, que je n'avais pas du tout écrit mon père, mais un personnage fabriqué malgré moi par ma mémoire. Est-ce que c'est réservé au père ou est-ce que c'est valable pour tous les autres vivants qu'on croise ? Ouais, je crois que tous les vivants, on en fabrique des fictions. On a très peu accès aux autres, mis à part par la parole. Mais la parole, une fois qu'on a quitté l'autre, je ne suis pas certain je ne sais pas de quoi est constituée la mémoire de l'autre. Par exemple, toi, Paul, on va se quitter tout à l'heure. Peut-être que je vais retenir des bêtises. Par exemple, que tu avais un pull noir avec peut-être des poils de chat dessus. Est-ce que tu as un chat ? Oui. Eh ben oui. voilà. Mais je pense que c'est plutôt des poils de chien, en l'occurrence.
Et donc, je vais peut-être me dire, tiens, mais quel genre de chien ou de chat ça pourrait être? Et du coup, je vais fabriquer une fiction à partir de quelque chose qui est ta vraie personnalité, qui tu es, et mon imagination ou ma mémoire va élaborer un autre Paul que le vrai Paul. Un Paul poil de chien. Un Paul poil de chien. Poil de chien. Je peux lire le dernier texte de ton ouvrage, si tu veux, sur ton père, hein, qui est un très beau, je trouve. Quelques minutes avant de mourir, mon père reçut la visite d'une infirmière qu'il avait surnommée « Voilà », selon son habitude de rebaptiser chacun une attitude ou un geste spécifique, un tic de langage. Voilà, signalant son entrée et sa sortie de la chambre d'hôpital par la formule éponyme. Mon père avait fait d'elle une arrivante perpétuelle, perpétuellement anonyme. Quand Voilà prit congé de lui pour la dernière fois, elle l'entendit prononcer un ultime « Salut, Voilà ». D'après le témoignage de Voilà, cette parole fut la dernière adressée et la dernière adresse de mon père au monde des vivants. Voilà. C'est beau. Et en même temps, c'est cruel parce que une personne qui n'est pas capable d'appeler les gens par leur nom, c'est une manière de les nier d'une certaine façon. Oui. C'est ce qu'on faisait au XVIIIe d'ailleurs. C'est ce que moi-même j'ai vécu avec lui, et indirectement, voilà, je voulais évoquer cette chose-là. Non, mais c'est très beau. Et en même temps, ça universalise un petit peu la personne aussi. Écoute Gilles, merci beaucoup pour cet entretien. Merci Paul. Je vous invite tous à lire Soleil gris-gris de Gilles Weinsepflen aux éditions Lanskin. À bientôt.